Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Avec Entrepreneur, Marc et moi-même avons pour mission d'étudier, documenter et partager les principes du succès entrepreneurial et de la haute performance. Nous t'envoyons d'ailleurs notre meilleur value dans son format le plus dense, directement dans ta boîte mail, pour qu'on puisse ensemble rester performant par habitude et réussir par principe. Il te suffit d'aller sur notre site entrepreneur.com et de scroller jusqu'en bas de la page ou cliquer directement sur l'onglet « Recevoir la value ». Et avant de passer à la value du jour, n'oublie pas que tout peut être appris, entrepris et accompli. Bonne écoute. Yep, rebonjour à tous dans un nouvel épisode. C'est un nouveau dimanche, un nouveau jour de podcast et un nouvel épisode pour vous. C'est le 99e épisode, ou bien pour les Français le 99e épisode. Donc on arrive bientôt au 100e, qu'on vous prépare d'ailleurs déjà avec Romain et on le sortira dimanche prochain comme d'habitude pour vous expliquer un peu quels seront nos prochains projets, comment est-ce qu'on va continuer avec Entrepreneur, qu'est-ce qu'on a appris pendant cette période-là, etc. Donc ça sera un peu un plus gros épisode, on va dire, que celui-là que je prépare actuellement. Je vais essayer vraiment de le garder assez court, mais de le faire assez dense, de le rendre assez dense avec une bonne value, qui sera nouveau par rapport à une lecture que j'ai faite assez récemment, et par rapport à un livre qui a eu en fait un très très grand succès, puisqu'il a été élu Financial Times et McKinsey livre de l'année. Donc voilà, c'est le livre Range de David Epstein. Donc je crois pas qu'il soit traduit en français, mais c'est pour ça que je vais vous amener un peu la plus grosse value que j'en ai retirée, et tout en faisant des liens en fait avec le reste du sujet, parce que c'est un sujet qui est super important, super intéressant, surtout pour peut-être les personnes un peu plus jeunes qui nous écouteraient, qui sont au tout début de leur carrière, ou bien en mi-carrière, ou bien même qui n'ont pas encore commencé leur carrière, et se demandent un peu ce qu'ils ont envie de faire, etc. C'est hyper intéressant pour identifier un peu les choses qui feront la différence dans le futur, et comment est-ce que en fait, on peut faire la différence entre des généralistes, des spécialistes. Est-ce qu'on devrait plutôt devenir un spécialiste d'un domaine, ou plus en savoir beaucoup sur plein de domaines pour pouvoir prendre un peu différentes perspectives des différents endroits, pour les mettre ensemble, pour amener de la value, etc. Donc c'est un sujet que vous savez qu'on adore avec Romain, puisqu'on en parle assez souvent sur le podcast. Donc j'étais hyper content en fait de trouver ce livre-là qui vraiment back-up avec plein de sources académiques, plein d'études, etc. Il est assez, on va dire, il est pas très long niveau page, mais il est assez laborieux à lire parce qu'il y a plein d'études, etc., qui sont d'ailleurs super intéressantes, mais voilà, ça prend quand même un petit bout de temps pour finir le livre. Et voilà, en fait, le titre du livre, c'est « Comment les généralistes triomphent dans un monde de spécialistes ». Et c'est de ça que je voulais parler en fait dans le podcast. Et à la fin de l'épisode, je vais répondre à 2 questions que j'ai reçues sur Instagram de nos chers entrepreneurs qui sont intéressantes, et que je voulais partager ma réponse en fait avec vous dans ce podcast-là. Donc ça sera à la fin. Si jamais tout le sujet ne vous intéresse pas et vous voulez juste vous concentrer sur les questions, vous retrouvez toujours dans les show notes, vous avez les nombres de minutes qu'il vous faut pour aller au bon endroit. Mais voilà, surtout ne skippez pas la value, parce que elle sera belle et sera potentiellement de grosse valeur pour les différentes personnes que j'ai citées auparavant. Donc, déjà, en fait, il y a 2 thèmes assez importants dont il parle dans le livre. De 1, c'est dans quel domaine, ou surtout dans quel moyen, enfin dire dans quel environnement être généraliste est mieux qu'être spécialiste, ou bien dans quel environnement être spécialiste c'est mieux que d'être généraliste. Et ensuite, il explique aussi un peu qu'est-ce que ça veut dire, ces différents vocabulaires, et puis comment ces 2 domaines en fait se différencient. Et le deuxième grand domaine dont il parle, c'est l'apprentissage. Donc l'apprentissage lent et laborieux comparé à un apprentissage rapide et efficace. Donc on va regarder un peu ces 2 différents domaines. Donc je voulais commencer avec ces différents environnements où en fait les différentes compétences, les différentes spécialisations et généralisations entrent en jeu. Donc en fait, voilà, on a 2 environnements. Un environnement qu'il appelle l'environnement vilain, donc wicked en anglais, et de l'autre côté l'environnement plus calme, donc un calm environment. Et donc un environnement vilain, disons, c'est en fait un environnement où on ne connaît pas les règles du jeu, où
les règles du jeu sont très peu claires, sont pas complètes, où il n'y a pas vraiment de patterns qu'on peut observer, où le feedback qu'on reçoit, les retours qu'on reçoit sont très souvent suspendus. Donc ça veut dire que c'est pas des feedbacks directs qu'on reçoit, comme si par exemple on mettait des données dans une machine et puis la machine nous dit oui t'es malade, non t'es pas malade. Donc ça c'est un feedback direct. Dans ces environnements vilains, il n'y a pas de feedback. Il y a soit pas de feedback, soit il est incorrect, ou soit il vient beaucoup plus tard. Et voilà, les règles du jeu ne sont pas claires, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude, et il n'y a pas justement une bonne réponse à amener en fait pour résoudre un problème. Donc on peut prendre par exemple l'exemple du monde du business, le monde du conseil, le monde de l'entrepreneuriat par exemple. Il n'y a pas de règles du jeu, il n'y a pas de règles précises où tu dis bon bah si je suis ces règles-là, je vais arriver à un certain succès. Si je m'entraîne à fond sur cet aspect-là, je suis sûr que ça me donne un succès. Et surtout, il n'y a pas de feedback direct. Par exemple, tu vas pas savoir quand tu prépares ton business plan, tu vas pas directement savoir si ça va plaire aux gens après. Et c'est pas que tu vas plaire aux gens au début que tu vas plaire aux gens à long terme. Donc voilà, c'est un peu un exemple on va dire d'environnement un peu vilain, comme l'auteur en parlerait. Et il y a plein d'autres environnements comme ça. Par exemple, l'environnement médical. Bon, bien sûr, dans certaines chirurgies, etc., il y a des règles, et puis si tu suis ces règles-là, normalement, tu arrives à un bon résultat. Mais par exemple, pour un médecin généraliste, il peut pas dire ah mais voilà ce truc je l'ai déjà vu une centaine de fois, donc c'est sûrement ça. Donc voilà, le feedback est direct. Je te dis ça, t'es guéri et c'est bon. Non, c'est un environnement assez incertain. Peut-être qu'une personne peut venir pour un mal de dents et tout d'un coup avoir un problème au cœur ou un truc comme ça. Donc, dans ces environnements-là, en fait, l'expérience, on va dire, l'expérience que quelqu'un a, va renforcer les mauvaises leçons. C'est ce que l'auteur dit. Donc, se dire que la répétition dans un domaine comme ça, dans un domaine qui inclut le comportement humain, où les différents schémas, les différents patterns ne se répètent pas constamment, la répétition en fait ne va pas amener à l'apprentissage là-dedans, dans ce genre d'environnement vilain. Voilà, c'est en fait, c'est comme en fait, il prenait l'exemple au tout début de son livre de Tiger Woods avec le golf et de Roger Federer avec le tennis. On va dire que le golf et le tennis, c'est deux différents sports qui en fait ont des règles et surtout qui contiennent en fait des environnements, on va dire, assez différents. Mais moi, j'ai pas forcément adoré en fait l'exemple de Tiger Woods avec le golf parce que je trouve que le golf ça se rapproche encore trop, disons, du tennis. Donc j'ai beaucoup préféré l'exemple des échecs que l'auteur amenait, parce qu'en fait en échec, il y a plein de différents schémas. Donc les plus grands champions du monde apprennent ces différents schémas, passent des heures et des heures et des heures et des heures et des années à se spécialiser dans les différents schémas pour connaître exactement dans cette situation, je dois faire ce mouvement-là, il y a tant de possibilités. Si j'ai ce genre de tant de possibilités et que je fais un mouvement, j'ai un feedback direct si ça fait mal à l'adversaire, etc. Donc c'est vraiment un environnement qu'on pourrait appeler, que l'auteur pourrait appeler calme, c'est-à-dire que les règles sont assez claires, il n'y a pas forcément d'incertitude, t'as les différents schémas que tu connais, dans lesquels tu t'es spécialisé, et en utilisant ces schémas-là, avec beaucoup d'entraînement, tu arriveras à un niveau où tu arrives à exactement savoir ce que l'autre va faire et exactement de pouvoir t'adapter à ce que l'autre va faire pour essayer de gagner la partie. Par contre, en prenant le monde de l'entrepreneuriat, en prenant le sport du tennis, par exemple, bien sûr, il y a certaines règles du jeu qui sont assez claires, qui sont assez certaines, mais on va dire qu'il y a plein d'autres aspects qui jouent un rôle. L'aspect mental, peut-être le public, peut-être la météo, peut-être la pression de la balle, la qualité des raquettes, la qualité des chaussures, peut-être aussi la qualité de l'adversaire sur le moment, tout le côté mental, etc. que j'ai déjà dit. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres facteurs en fait qui entrent en jeu. Et donc tout ça en fait pour dire que dans les environnements calmes, la spécialisation amène le meilleur résultat que la généralisation, mais dans les environnements vilains, la généralisation amènera plus et de meilleurs résultats que la spécialisation.
Donc déjà, qu'est-ce qu'il veut dire par spécialisation et généralisation ? Donc par spécialisation, il veut dire, voilà, tu te concentres depuis tout petit, tu te concentres sur un seul truc, et tu t'entraînes à fond tous les jours, juste pour ce truc-là, pour arriver en fait à un certain résultat. Par exemple, disons quelqu'un qui aimerait devenir un spécialiste chirurgien du cœur, il va se spécialiser pendant des années pour devenir chirurgien du cœur. Ou que ce soit un joueur d'échecs, il va jouer pendant des années et des années et des années, se spécialiser dans le jeu d'échecs. Et plus il va commencer tôt, plus il aura un avantage sur ses adversaires, puisque plus il aura eu le temps d'apprendre des schémas à l'avance que d'autres personnes n'auraient pas pu apprendre avant. Donc dans ces domaines-là assez calmes, disons, plus tu prends de l'avance sur ses adversaires, plus ça te donnera de l'avantage. Un avantage, disons. Mais dans les environnements plus vilains, comme on vient de le dire, qui d'ailleurs, selon l'auteur, et je confirme totalement sa perspective, sont quasiment 90%, 90% de ce qu'on peut retrouver dans notre monde, donc le monde des êtres humains, quoi, disons. Dans ces cas-là, souvent la généralisation, en fait, donc c'est-à-dire de savoir prendre en fait différents aspects, d'avoir une grande connaissance générale, de connaître peu sur pas mal de sujets, et de pouvoir prendre différents aspects, différents éléments de par-ci par-là, pour les amener ensemble, et pour amener un certain résultat, pour récolter des principes, etc. Et d'avoir en fait cette différence entre une personne qu'on pourrait dessiner comme un T, donc ça veut dire une personne qui va très... j'ai la traduction en anglais qui va très broad, donc très vague, on va dire, dans beaucoup de domaines, mais qui a très peu de profondeur dans ces domaines-là, comparé à une personne qui est formée comme un I, qui aura beaucoup de profondeur dans un seul domaine, mais très peu je sais pas comment dire, mais très peu de consistance, on va dire, dans d'autres domaines. Et il dit justement que dans ces environnements vilains, c'est justement cette généralisation qui prend le dessus et qui amène le plus d'apprentissage aux êtres humains. Et là, il prenait par exemple l'exemple de Kasparov, qui est un des champions du monde d'échecs, qui en fait combattait contre un ordinateur super intelligent qui savait faire toutes ces tactiques, tous ces schémas qu'il avait appris auparavant pendant toutes ces années, qu'il savait faire beaucoup mieux que lui. Et en fait, toutes ces années de connaissances spécialisées qu'il avait répétées, l'ordinateur en fait pouvait le faire beaucoup plus rapidement, pouvait apprendre ces connaissances spécialisées beaucoup plus facilement que le champion du monde, et pouvait apprendre en fait de ses erreurs à une vitesse exponentielle que le champion du monde ne pouvait pas. Et donc, en combattant cet ordinateur, toute cette connaissance spécialisée en fait ne lui servait absolument à rien, parce qu'il ne pouvait rien faire contre l'ordinateur. Et ils ont fait plusieurs tests, etc., pour comprendre mais où est en fait le pouvoir de l'humain, où est-ce que la valeur de l'humain peut venir en fait dans ce genre de situation. Et du coup après ce qu'ils ont trouvé, c'est que s'ils faisaient un duo ordinateur humain contre ordinateur humain, c'est là en fait où ils arrivaient à un niveau d'échec qui était le plus haut en fait. On laissait l'ordinateur, on outsourçait en fait à l'ordinateur tous les schémas tactiques pour que lui apprenne de son côté et nous donne en fait un peu les différents mouvements à faire. Et nous, de notre côté, on parlait stratégie. Donc on voyait plein d'étapes à l'avance, et on se disait, d'accord, si le jeu évolue comme ça, on va plutôt agir comme ça, parce que ça va mettre un petit coup au mental à l'adversaire. Donc vraiment de prendre en fait nos lunettes humaines, et de penser à la stratégie, plus penser à la perspective très macroscopique, pour comprendre voilà un peu où est-ce que la partie dans quelle direction la partie va se diriger, et comment on peut adapter nos stratégies par rapport à ça. Et c'est grâce à ça qu'ils ont trouvé en fait le meilleur niveau de jeu d'échecs. Et ça donne plein de points intéressants, qui dit en fait voilà, la force des êtres humains, c'est pas la spécialisation, ce n'est pas la spécialisation disons très spécialisée. C'est notre compétence en fait d'intégrer de plein de différents éléments, de penser en termes humains, de penser stratégie, de penser long terme. Et dans ces mondes très profonds, très spécialisés, les êtres humains ne vont pas avoir beaucoup de choses à contribuer pendant très longtemps. Parce que
on le sait tous, l'intelligence artificielle, la robotique qui fait des développements incroyables, la réalité virtuelle, tout ce domaine scientifique qui font des progrès juste incroyables, comme on peut le voir déjà avec cette machine qui bat le joueur d'échecs, et ensuite encore une autre machine plus tard, je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix, mais je vous le conseille, qui s'appelle AlphaGo ou un truc comme ça, où en fait une machine a battu le champion du monde du jeu Go, qui est un des jeux les plus complexes au monde, et ça a pris en fait des années pour configurer cet ordinateur, mais il a réussi à battre en fait le champion du monde. Et voilà, pour les années à venir, on va dire, d'avoir un côté très spécialisé dans un domaine, ça pourrait devenir un inconvénient, puisque les machines pourront le faire mieux que toi en fait. Et du coup, il disait, voilà, pour se concentrer plus sur ce qu'on sait réellement faire, sur ce que les êtres humains peuvent vraiment amener comme valeur, il faut se concentrer sur cette généralisation à prendre différents éléments de différents domaines et de pouvoir les intégrer ensemble, de façon à créer en fait un raisonnement conceptuel pour amener de la valeur à différentes situations. Et il disait, le monde justement, c'est pas du golf, c'est pas du tennis, c'est pas blanc ou noir, mais il disait c'est du tennis martien. Donc qu'est-ce que voulait dire par le tennis martien ? C'est-à-dire que tu vois les joueurs sur le terrain, avec leurs balles, avec leurs raquettes, mais personne en fait a partagé les règles du jeu. Donc c'est-à-dire que c'est ta responsabilité de dériver les règles du jeu et de savoir que elles peuvent changer en fait sans que quelqu'un te le dise. Comme dans le monde du business, le monde de l'entrepreneuriat, tu vois les différents acteurs qui sont sur le terrain, tu vois tes compétiteurs, etc. Mais personne en fait a partagé les règles du jeu. Donc on ne sait pas en fait comment est-ce qu'on peut arriver à la victoire. Et ces règles changent constamment avec les nouvelles technologies, les nouveaux talents qui entrent en jeu, les nouvelles connaissances, compétences, recherches, etc. Tout change très rapidement et on n'a pas les règles du jeu. Donc c'est ce qu'il appelle le tennis martien en fait. Et il continuait là-dessus, il disait, les compétences humaines sont prédominantes, je sais plus parler français, mais ça vous avez l'habitude, sont grandement développées en fait dans ces environnements vilains. C'est-à-dire que si, on va dire, la spécialisation très tôt des gens en fait dans un domaine très spécialisé était la clé à une performance incroyable, à des innovations incroyables, du coup on aurait tous les savants, tous les prodiges, tous les enfants prodiges qui deviendraient des personnes incroyables plus tard et qui toucheraient tous ces domaines-là et tourneraient tout en or, tu vois. Et c'est pas ce qu'on voit en fait. On voit que beaucoup de ces prodiges, de ces enfants prodiges en fait, finissent par ne rien faire au monde parce que pour plein de différentes raisons, mais on voit justement que la spécialisation très tôt dans la vie, ça n'amène pas forcément à ce qu'on pensait que ça allait amener. Mais plus, d'un autre côté, les gens créatifs, les gens qui amènent vraiment un certain succès, qui ont un certain succès, qui arrivent très haut dans leur carrière, qui ont vraiment un grand impact sur ce monde, ont des intérêts qui sont très ouverts, qui sont très divers. Comme justement, il prenait une image de Dane Keith Simonton, qui est un psychologue américain, qui disait ils ont du range. Donc c'est d'où vient le titre en fait du livre. Je sais pas vraiment comment on peut appeler range, comment on peut dire ça en français, mais ils ont, on va dire, des possibilités. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une autoroute qui a une voie, ils ont une autoroute qui a 8 voies. Donc ils sont excellents à prendre les connaissances d'un domaine et de l'appliquer en fait d'une façon créative à un autre. Donc c'est ce qu'on essaie aussi d'amener avec le podcast. On prend des aspects académiques, on prend des aspects de nos livres, on prend des aspects de nos expériences, on prend différents domaines qu'on vous partage avec vous et qu'on essaie en fait de remettre ensemble pour trouver les principes qui s'y recoupent. Et je pense que justement si vous nous écoutez, c'est ce que vous essayez de faire aussi dans votre vie et ça nous étonnerait pas que ces idées-là résonnent pas mal avec vous. Et si ça résonne vraiment beaucoup avec vous, n'hésitez pas à acheter le livre Range de David Epstein, qui est vraiment vraiment puissant et vraiment intéressant. Et voilà, du coup ça c'était un peu le premier domaine, on va dire, entre environnement vilain et environnement calme, la différence entre la spécialisation et la généralisation.
Ensuite, il parle justement d'apprentissage. Donc, il dit, voilà, l'apprentissage le plus efficace a l'air inefficace et vient avec une accumulation de connaissances, même si ça veut dire que tu performes très mal, d'une façon très mauvaise, sur des tests qui examinent en fait tes progrès immédiats. Donc, il disait justement que ils avaient fait des recherches dans des classes de maths dans plein de gymnases ou de lycées, disons, américains, et ils avaient vu que les étudiants qui avaient fait les pires notes en première année, donc ça veut dire qu'il y avait eu les profs les plus sévères en première année, avaient jusqu'à la fin, donc où l'examen en fait est pareil pour tous, avaient montré les performances les plus incroyables de tous les autres étudiants. Et ils disaient, voilà, genre, avec un prof extrêmement dur et extrêmement sévère, même si les étudiants performaient très mal dans les tests de progression immédiate, donc ça veut dire dans les différents examens qu'ils avaient, les partiels, etc., ça a montré en fait que ils avaient ensuite, à long terme, une performance qui était bien supérieure aux autres. Et ça, c'est hyper intéressant parce que très souvent, justement, quand on lit des livres et choses comme ça, on met un peu l'accent sur le speed reading, d'essayer de lire le plus de livres possible en une semaine, le plus de livres possible en un mois, de prendre les différents trucs et puis de prendre ça d'une façon très efficace et d'aller le plus vite possible, par-ci par-là, etc., d'apprendre ce sujet en 30 mois, en 30 semaines, en 30 jours, ou bien apprendre une langue en 2 mois, ce genre de trucs. Et en fait, on se rend très vite compte que, justement, l'apprentissage le plus efficace est inefficace. Et ça m'a vraiment shifté parce que c'est hyper intéressant. Et justement, dans ce monde, en fait, où la complexité devient de plus en plus grande, on a besoin de connaissances, de compétences, de raisonnement et de connaissances, en fait, de talents qui nous permettent de connecter les différentes idées dans différents contextes, comme j'en ai parlé avant. Et justement, plus un challenge sera répétitif ou sera, on va dire, très spécialisé, plus la chance sera grande qu'il soit automatisé dans les prochaines années. D'un autre côté, les grandes récompenses, on va dire, le grand succès viendra à ceux qui peuvent appliquer des connaissances conceptuelles d'un problème, d'un domaine, et l'appliquer à un autre, comme j'ai dit avant. Et justement, ce genre d'apprentissage, ce genre de conceptuel, de connaissances conceptuelles, de raisonnement conceptuel, et ce genre de trucs, prend beaucoup de temps parce que c'est un apprentissage qui est très inefficace, qui vient par une accumulation de connaissances et qui, plus elle est faite d'une façon lente, réfléchie, où tu questionnes toutes les étapes en fait du processus, plus elle sera de valeur en fait pour toi à long terme. Et en fait, plus tu apprends quelque chose dans des contextes variés, plus tu vas pouvoir créer des modèles un peu abstraits de ce que tu apprends, et moins tu devras te baser en fait sur des exemples particuliers. Donc en fait, c'est ce qu'ils disaient, genre ils ont fait des différents tests, différentes recherches, ils ont en fait observé des étudiants et leur façon de travailler, et voilà comment ils différaient ensuite niveau performance, et ils ont vu que beaucoup de gens en fait essayaient de mémoriser quelque chose par la répétition des mêmes procédures dans le même ordre, etc. Et ils ont vu que ça n'amenait pas du tout à une performance à long terme, mais plutôt comment il fallait apprendre, c'était d'apprendre dans des conditions variées. Donc c'est-à-dire peut-être apprendre avec des cartes, ensuite tu vas apprendre en essayant de te faire un podcast à toi-même, ensuite tu vas apprendre peut-être en essayant de l'expliquer à quelqu'un, ensuite tu vas essayer d'apprendre le sujet peut-être en regardant une vidéo et en questionnant ce que la personne te dit. Voilà, dans plein de conditions différentes, plein de contextes variés, qui vont te donner en fait une approche complètement différente de ce que tu appelles la mémorisation un peu basique que beaucoup de gens utilisent et que beaucoup de gens apprennent malheureusement à l'école. Et voilà, de changer en fait le rythme dans lequel tu apprends, changer les différentes mémoires dans lesquelles tu apprends, et changer en fait les différentes personnes qui te l'enseignent. Donc ça, c'était hyper intéressant, ça s'appelle le interleaving en anglais, si vous voulez rechercher plus dans ce domaine-là. Mais voilà, apprendre en fait de façon inefficiente amène des résultats beaucoup plus efficients. Et ensuite, le dernier aspect par rapport à l'apprentissage, ensuite je vais passer à la question importante et puis une petite question encore annexe, des entrepreneurs bien sûr. Ils disaient voilà,
les analogies ont une puissance qui est incroyable pour apprendre et comprendre différents sujets. Il prenait l'exemple de Johannes Kepler, qui est un astronome allemand, qui en fait était très connu pour penser think outside the box de son expertise. Donc pour trouver des connaissances, pour trouver des solutions à son domaine d'expertise, qui justement était l'astronomie, il allait chercher dans d'autres domaines. Et il prenait par exemple des événements historiques, des combats, des guerres, par exemple la guerre de Troie avec Ulysse, ou bien différents événements en fait de l'histoire, pour prendre différentes images pour essayer de lui faire comprendre ce qu'il avait devant lui. Donc en fait la connaissance, on va dire le raisonnement analogique qu'on peut appeler, prend quelque chose de nouveau et le rend familier. Ou bien prend quelque chose de familier et le met dans une nouvelle lumière qui permet aux êtres humains en fait de raisonner par des problèmes qu'ils n'ont jamais vus dans des contextes qui leur sont plus familiers. Donc c'est par exemple, il prenait l'exemple de la grande ours et de la petite ours. Pourquoi est-ce que tant de personnes savent reconnaître ces étoiles ? Parce que justement on a pris une analogie, on a pris un ours, on a pris une image qui leur permet en fait de mieux comprendre, de prendre quelque chose qui leur est non familier, qui leur est bizarre, et le raisonner en fait avec quelque chose qui leur est familier, une image qu'ils connaissent. Et en fait, c'était recherché justement que les gens qui utilisent des analogies pour résoudre les problèmes ont des chances beaucoup plus exponentielles de trouver la solution. Et qu'en fait, ça t'aide justement à voir quelque chose dans une nouvelle perspective, dans une nouvelle lumière, que tu n'aurais pas vu en fait sinon. Et c'est pour ça en fait que justement il dit aussi, justement c'est de là que vient la puissance d'une connaissance générale, parce que la plupart des problem solvers vont rester à l'intérieur d'un problème, à se concentrer sur les détails internes, à se concentrer sur quel nombre ici n'a pas fonctionné, quel chiffre je dois changer, est-ce que j'ai la bonne formule, il va regarder dans tous ces textbooks de son domaine, etc. Mais ils vont rarement, intuitivement, se baser sur des images, sur des analogies. Mais justement, comme dit cette recherche-là, c'est comme ça que tu vas réussir à augmenter ta performance. Donc par exemple, il prenait l'exemple de parler d'une conquête historique d'Alexandre le Grand ou d'une guerre de Napoléon ou un truc comme ça, ou pour parler genre comment est-ce qu'il a lui-même annexé un nouveau terrain, un nouveau territoire au territoire français, par exemple, pour en fait comprendre comment on peut établir des stratégies pour fusionner une entreprise avec une autre. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que je suis moi-même, et Romain aussi, on est hyper intéressés par plein de différents domaines, que ce soit l'histoire, psychologie, philosophie, la technologie, tout le domaine du business, etc. Et je trouve ça hyper intéressant en fait de réfléchir en analogie, de prendre ces aspects-là et de se dire bon, mais c'est vrai l'histoire de la guerre de Troie avec Ulysse et son stratagème pour entrer à l'intérieur et puis de tout piller, c'est hyper intéressant. Par exemple, si disons tu veux être recruté dans une entreprise, tu vas dire que tu vas te cacher dans ce cheval de Troie, avoir un super profil, etc., très académique, machin, et ensuite, une fois que tu seras à l'intérieur, dans les interviews et choses comme ça, tu vas déballer ton côté entrepreneurial et tout ce qui te rend complètement remarquable pour essayer d'amener toutes les chances de ton côté, d'être pris, en fait, dans ce travail-là. Donc, en fait, voilà, c'est de parler en analogie et de prendre différentes références par-ci, par-là pour résoudre des problèmes que tu as en face de toi. Donc je trouve ça hyper intéressant comme perspective. N'hésitez pas à me donner un retour là-dessus. Comment est-ce que vous utilisez ça? Si vous pensez pareil ou si vous avez d'autres perspectives là-dessus, ce serait hyper intéressant qu'on puisse discuter de tout ça. Et donc la value un peu, on va dire, très générale de ce livre-là est à peu près terminée. C'est ce que je voulais raconter. Si vous voulez plus de détails là-dessus, donc soit n'hésitez pas à me le dire et je pourrais peut-être faire un deuxième épisode, ou bien je vous conseillerais vraiment d'acheter le livre et de lire par vous-même, parce que là j'ai exposé mes idées d'une façon très biaisée, parce que c'est les choses qui ont résonné avec moi, mais peut-être que d'autres choses dans le livre résonneront avec vous, donc voilà, n'hésitez pas à aller acheter ce livre-là. Et pour finir, comme promis, je voulais répondre à deux questions. Donc la première question, c'était la question de Max, qui nous demandait est-ce qu'on prévoyait de faire un meet-up, une rencontre entrepreneur, etc. en 2020.
Et du coup, on n'a pas forcément prévu de faire ça. On vous exposera nos plans, nos objectifs, comment continuer avec Entrepreneur, si on continue avec Entrepreneur, petit suspense. Et voilà, dans le prochain épisode, dans le 100e épisode. Mais on n'a pas forcément prévu de meet-up ou de rencontres comme ça Entrepreneur dans le futur proche. Mais si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous. Et peut-être que si on voit qu'il y a de la demande, on pourra changer notre perspective. Et ensuite, la deuxième question venait d'Anthony qui nous disait, très globalement, on va dire, quelle méthode de promotion, pub, marketing est selon nous la plus efficace de nos jours, parce que bien sûr, les annonces sur les blogs ne marchent plus, la pub à la télévision ne marche plus trop, et voilà, différents moyens de promotion classiques ne marchent plus, et qu'est-ce qui selon nous est le plus efficace? Donc selon moi, c'est toujours encore les influenceurs sur les réseaux sociaux, mais qui sont faites en fait de façon un peu différente de ce qu'on faisait avant. Donc, en fait, d'utiliser les gens qui sont connus, qui ont une expertise dans quelque chose, qui ont une niche, qui ont un public qui les suit, et d'utiliser ça en fait pour faire de la promotion authentique et potentiellement virale. C'est-à-dire d'amener quelque chose qui est vraiment de valeur à ce créateur-là ou à son audience, qui va lui permettre de parler d'une façon très exhaustive de notre produit, de notre service ou de notre nouveau film ou je ne sais quoi. Prenons tout simplement l'exemple de Will Smith avec son nouveau film Bad Boys, je crois, qui fait un marketing que je trouve juste absolument génial. Et en fait, par exemple, je sais pas si vous connaissez sûrement McFly et Carlito ou différents youtubeurs français, en fait, et même américains en fait, ils s'invitent, ou bien on va dire qu'ils font la promotion de leurs films en faisant des vidéos sur la chaîne de ces créateurs qui sont super heureux d'accueillir Will Smith sur leur épisode parce qu'ils savent que ça va faire des vues. Et en même temps, Will Smith va faire des trucs cool, genre il va faire des jeux avec eux, ils vont faire des trucs marrants, etc., qui ressemblent pas du tout à une promotion. Mais en même temps, il va augmenter la visibilité de son film et en même temps, il va réussir à placer à quelques endroits. Voilà, genre venez regarder mon film, il est super, etc. Mais pas du tout d'une façon directe, mais d'une façon très indirecte et très authentique, en fait. Et par exemple aussi d'utiliser TikTok, comme il le fait d'une façon géniale, pour créer du contenu sur les plateformes qui sont vraiment en vogue en ce moment. Donc d'utiliser du contenu qui émotionnellement amène beaucoup, qui potentiellement est marrant, et choses comme ça, qui sont pas potentiellement directement reliés à son film ou à ce qu'il aimerait promouvoir, mais qui font en fait tout le lien entre les différents aspects psychologiques et aussi les aspects démographiques des gens qui les écoutent, pour essayer d'arriver en fait dans leur tête et d'augmenter la visibilité de ce qu'ils veulent vendre, de ce qu'ils veulent promouvoir. Donc je pense que c'est ça en fait, cette nouvelle méthode en fait très authentique d'aller vers des gens qui ont des audiences, qui marchent bien, qui ont beaucoup d'engagement, et de leur amener quelque chose de valeur pour que ça fasse en fait un win-win pour les deux. Donc voilà, ce serait ça un peu ma réponse assez synthétique. Mais si ça vous intéresse beaucoup, on pourrait faire un épisode avec Romain additionnel, enfin un épisode séparé là-dessus, pour parler un peu du marketing à l'heure d'aujourd'hui, même si on a une petite série en fait d'épisodes sur le marketing, donc n'hésite pas à revenir dans les plus vieux épisodes. On a fait une petite série de 2 ou 3 épisodes là-dessus, et on a même fait un petit cours en ligne vidéo. Voilà. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 99 qui se termine en beauté avec les questions des entrepreneurs. Et réjouissez-vous pour le prochain épisode dimanche prochain, pour l'épisode 100, où on vous exposera à nouveau les deux, Romain et moi ensemble, nos perspectives, nos objectifs, etc. Donc voilà, on vous retrouvera dimanche prochain et je vous laisse avec l'outro. Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Avec Entrepreneur, Marc et moi-même avons pour mission d'étudier, documenter et partager les principes du succès entrepreneurial et de la haute performance. Nous t'envoyons d'ailleurs notre meilleur value dans son format le plus dense, directement dans ta boîte mail, pour qu'on puisse ensemble rester performant par habitude et réussir par principe. Il te suffit d'aller sur notre site entrepreneur.com et de scroller jusqu'en bas de la page ou cliquer directement sur l'onglet « Recevoir la value ». Et avant de passer à la value du jour, n'oublie pas que tout peut être appris, entrepris et accompli. Bonne écoute.